Chèvre, notre documentaire Bayreuth, le crépuscule des dieux, retrace l'histoire du festival et s'interroge sur son avenir. Arte vous présente ce programme en haute définition. 2 vor 1. Das ist gut so. Nicht zu stark spielen. Da müssen sowieso noch mehr reduzieren. Ja, alle. Spielt Trompete, alle mit. 2 vor 1. 2 vor 1. 3, 6. Sind zu früh, sind zu spät. Die größte Besonderheit hier ist die generelle Atmosphäre. Le plus remarquable ici, c'est l'atmosphère. C'est une atmosphère imprégnée de volontarisme dans un lieu qui est un lieu authentique. Ici, personne ne vient contre son gré. C'est même plutôt le contraire. Beaucoup voudraient venir et ne viendront jamais. L'attrait n'en est que plus fort, parce qu'évidemment, quand vous venez à Bayreuth, cela se sait. La famille crée toujours des liens et des obligations. Et quand on a un arrière-grand-père qui a monté une entreprise qui continue à bien tourner, on se sent responsable de cette entreprise car on a grandi avec. Ici, c'est un peu la même chose. Pour cette saison, nous produisons 7 grands opéras. Le Ring, Les Maîtres chanteurs, Tristan et Parsifal. Tous les plus grands opéras de Wagner en 1 mois et demi. Et pour cela, nous disposons d'un outil extraordinaire, une véritable machine de guerre qui fonctionne à la perfection, qu'il s'agisse du calendrier, des horaires et des répétitions. C'est un lieu unique. 5 nach 2. 6 nach 2, Entschuldigung.
Deutsche. 1, 2, 3, 4, 5 nach 2. 5 nach 2. 2, 3. Ja, nicht mehr. Subito. Gold wird gegeben. Wirst du sie geben, damit legen wir den Motor frei. Jetzt überlegen Sie doch. Jawohl, ich gebe die Freigabe. Nicht trampeln. Es ist nur im Körper gehend. Séjourner à Bayreuth, se familiariser avec l'esprit de ce festival et vivre au quotidien avec les gens qui ont l'expérience de ce lieu, tout cela est une opportunité exceptionnelle et un immense défi. C'est à Bayreuth que l'œuvre a d'abord été reçue, et cette histoire, on la sent. C'est la tradition même de Bayreuth. Et ici, on dirait toujours qu'on est observé, discrètement, d'en haut. Ceux qui viennent ici en pèlerin pour leur rédemption, ils se trompent. Ici, ce que l'on trouve, c'est l'incitation à devenir l'artisan de sa propre rédemption. Naturellement, enfin, spécialement le théâtre est lié à son époque. Et si on reproduisait les mises en scène de Wagner comme elles ont eu lieu en 1876 et en 1882, ce serait complètement absurde. Parce que dans le théâtre, ce transitoire doit changer. Hallo, Herr Wagner. Ja, Herr Telemann, alles in Ordnung? Verblendend. Total spannend. Also. Total spannend, aber... So. Ja, wenn es recht ist, das ist immer ein böser Abschnitt. Viel Spaß. Verzeiht. Soll ja auch sein, Voll motiviert und freue mich. Cela fait des dizaines d'années que je mûris cette œuvre. Je la connais depuis longtemps et je l'ai dirigée longtemps. Mais je dois dire que le fait de la diriger à Bayreuth ne m'a pas conduit à rouvrir la partition. Non pas que j'ai l'arrogance de penser que je la connais par cœur, mais je savais pertinemment que durant les 2 mois à Bayreuth, entre le 25 avril et le 19 juin, il ne se passerait pas un jour sans que je n'ouvre cette partition. Et je savais que jusqu'à l'arrivée de l'orchestre le 19 juin, j'aurais largement le temps de lever les dernières incertitudes. Vous savez, avant de travailler intensément sur quelque chose, il faut prendre un peu de recul. Ensuite, vous êtes dedans. Vous avez alors une sorte de légèreté, mais dans le bon sens du terme, car vous êtes dedans. Il ne faut rien forcer, ce serait fatal. Les choses doivent couler de source. Et pour cela, il faut savoir prendre le temps qu'il faut. Le facteur essentiel, c'est le temps. Au restaurant du Palais des Festivals, tout est prêt pour la première répétition de la nouvelle production du Crépuscule des Dieux, le point d'orgue retentissant de l'anneau des Nibelungen. Wir wollen ja etwas abliefern, was durch und durch astrein ist, meine Herrschaften. Und da muss man ja natürlich auch hier und da sagen, was für Erfahrungen vorliegen, was wir auch dem Publikum besser präsentieren können. Also in diesem Sinne keine Worte mehr, an die Arbeit. Je trouve que le concept proprement génial de ce festival est plus que jamais adapté à notre monde globalisé, où la vie fonctionne à un rythme toujours plus rapide. L'idée de Wagner était la suivante. Vous, le public, vous venez à moi, sur ma colline verte, au calme, pour écouter mes œuvres. Mais elles sont si longues que vous n'avez pas d'autre choix que de leur consacrer du temps. Pour les apprécier, il vous faut arriver la veille ou dans la matinée. Il vous faut connaître les livrets, sinon vous vous ennuierez. C'est cela qui rend le concept de ce festival exceptionnel. Il vous sort vraiment de votre quotidien. De ce point de vue, il est loin d'être dépassé. Au contraire, il se bonifie avec le temps.
Et parce que le concept est si bon, il est impossible de s'aborder Bayreuth. Le concept global avec le palais des festivals, les œuvres et toute l'ambiance autour de l'événement, tout cela a un fort pouvoir d'attraction. Vous êtes dans un monde à part, c'est une situation d'exception, dans un monde qui va de plus en plus vite et qui devient de plus en plus fou. C'est fantastique. Bayreuth peut survivre à beaucoup de choses. Enfin, peut-être pas à tout. À la fin de la tétralogie, la chute des dieux et l'effondrement du pouvoir sont présentés comme la condition nécessaire à la rédemption. Dès le prélude du crépuscule des dieux, les Nornes, déesses du destin, se doutent que le pire est en marche. Sais-tu ce qu'il adviendra ? La tétralogie de l'anneau est l'apothéose d'un festival dont Wagner a rêvé pendant plusieurs décennies. C'était son idée, et elle s'inscrit dans le contexte d'une biographie d'artiste en partie très difficile. Avant l'âge de 50 ans, Wagner n'a pas connu le moindre succès. Il voulait un opéra hors norme pour y faire jouer ses œuvres hors normes. Le fait qu'il y soit parvenu est sans conteste l'une des prouesses les plus remarquables de l'histoire de la culture. Il faut d'autant plus le souligner qu'au départ, le contexte n'était pas vraiment favorable. À ses débuts, l'itinéraire de Wagner n'a rien eu de glorieux. Il a été obligé de s'enfuir en raison de ses convictions politiques. Il était extrêmement dépensier, et compte tenu de tout cela, le fait que le palais des festivals ait vu le jour est un véritable exploit. Wagner s'est intéressé à Bayreuth car il savait qu'il y avait là le magnifique opéra des Margraves qui est doté d'une scène très vaste. Wagner s'est rendu sur place, mais très vite il s'est aperçu que l'opéra des Margraves, qui dans sa conception était un théâtre baroque, ne pouvait pas convenir à son projet. Mais la municipalité de Bayreuth a tout fait pour garder Wagner ici, et elle a levé tous les obstacles pour lui permettre de construire son théâtre. Bayreuth présentait par ailleurs toutes les caractéristiques dont Wagner rêvait pour le lieu de son futur festival. Une position centrale en Allemagne, un environnement pittoresque, loin des effluves pestilentiels de la civilisation urbaine et industrielle, comme il l'écrit dans une de ses lettres à Franz Liszt. Il a donc décidé de rester et de construire son palais des festivals ici à Bayreuth. Le festival se concentre sur l'œuvre de Wagner. Et vous ne trouverez pas dans les alentours d'autres festivals ou opéras qui vous permettraient d'accéder à d'autres programmes. Il n'y a ici que le palais des festivals de Bayreuth. Et il se consacre exclusivement aux œuvres de Wagner qui a fait construire cet opéra dans ce but. C'est vraiment quelque chose d'unique. Ce qui est unique aussi, c'est la motivation avec laquelle les chanteurs participent à ce festival. Pour eux, jouer ici est un honneur. Tous les artistes, chanteurs, musiciens ou chefs d'orchestre qui viennent à Bayreuth ont une disponibilité particulière. Ils ne viennent pas pour toucher un gage et repartir. Ceux qui viennent ont réellement envie de travailler ici. Et cela se ressent dans la qualité de leur travail. Le festival se tient tous les étés. Durant 5 semaines, pour les amoureux de Wagner, Bayreuth devient le centre du monde. Richard Wagner voulait que sa salle d'opéra ait une sonorité bien déterminée. Le fait de pouvoir contribuer à cela tout en jouant un tel répertoire, c'est le plus grand des honneurs qui puisse vous échoir. Quand vous dirigez à Bayreuth, au bout d'un certain temps, vous ne trouvez plus que c'est assourdissant. Vous vous y habituez. Personnellement, je me sens très à mon aise dans cette fosse. Il y a des moments où c'est un peu fort,
Mais il y a aussi des moments très beaux. Mais surtout, c'est un vrai plaisir d'accomplir une tâche de cette ampleur. C'est un peu comme les premiers alpinistes qui ont gravi le mont Everest. Ils ont probablement considéré eux aussi cette première ascension comme une tâche gigantesque qui inspire un immense respect. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont le courage de se lancer dans ce genre d'entreprise. Il faut du courage pour aborder ce genre de choses. Si d'entrée de jeu vous vous dites dans cette fosse on n'entend rien, on ne voit rien, alors autant laisser tomber tout de suite. Dans ce cas, à quoi bon aller diriger à Bayreuth? L'expérience nous a appris qu'à Bayreuth, il faut diriger de manière plus fluide. Pas plus vite, plus fluide. Des pauses générales trop longues ont sur le public le même effet qu'un comprimé de Valium. Étrangement, Wagner a conçu l'acoustique de sa salle d'opéra de manière à éduquer les musiciens à ne pas abuser de la lenteur. Les passages lents, qui sont généralement considérés comme les plus solennels, ne parviennent à être solennels que si vous avez bien réfléchi à la dramaturgie du tempo. Une soirée qui serait lente de A jusqu'à Z, dans le style « je vais faire le solennel des solennels dans le plus solennel des lieux solennels », ça se passera forcément mal. Wagner a été jusqu'à penser à ça, le salopard. Il nous a interdit de faire du spectacle, car personne ne nous voit. Il nous a mis une chaise, parce que si on se tient debout, on ne voit plus que les jambes des trombonistes. Aucune once d'énergie ne doit être dilapidée dans le superflu. On dirige en chemisette, on ne s'habille que pour les applaudissements. Tout ce qui nous détourne de notre tâche tombe à plat. À Bayreuth, diriger pour le public est impossible. Je pourrais diriger de mémoire, même des opéras de Wagner, c'est très à la mode, beaucoup de mes collègues le font. Mais à Bayreuth, le public ne s'en rendrait pas compte et ce n'est pas avec ça qu'on impressionne l'orchestre. Les musiciens, ils se diraient, pourquoi ils n'utilisent pas une partition? Il y a un pupitre. Tu ne peux même pas faire retirer le pupitre pour te faire de la pub auprès des médias pour que les gens se disent, tiens, regarde, il dirige de mémoire. Tout ça tombe à plat. Pour des personnalités trop difficiles, travailler à Bayreuth est un vrai calvaire. Par contre, si on prend la peine de s'y habituer, on se sent presque comme dans son salon. À ce détail près que l'exigence artistique est très élevée et que le public se rend parfaitement compte de ce que nous faisons ici, dans l'obscurité de notre salon. Tout l'intérêt de la chose est là. Man muss auch zum Beispiel sagen, das ist in den ersten Jahren hier interessant gewesen, dass in der Partitur manchmal meinetwegen für eine Bassklarinette Piano steht, der muss aber Forte spielen oder Fagott bei den Meistersingern im Schluss und so weiter. Sonst hört man ihn draußen nicht. Ja, aber ich meine, das ist das Verwirrende, Herr Wagner. Das ist absolut verwirrend und das ist jedes Stück eben wieder... Ja, im Prinzip, wenn da also Forte drin steht, das soll ja außen Forte klingen. Richtig, sollte man so. Ja. Aber normalerweise haben Sie ja doch mehr die Kontrolle, wenn Sie davor sitzen, können Sie sagen, das ist jetzt zu laut oder das ist und so weiter. Und das ist hier eben nur bedingt der Fall. Das ist nur bedingt der Fall. Nein, Sie müssen einen hervorragenden Assistenten haben, mit dem Sie gut harmonisieren. Ja, allerdings. Ja, wir haben ja so ein paar dabei, sagen wir, die sich genau mit der Sache auskennen. C'est une sculpture audiovisuelle de Richard Wagner. C'est vraiment une sculpture. Et la façon dont il a conçu d'abord la fosse par rapport au théâtre, à la scène. Deuxièmement, la façon dont il a conçu aussi cette fosse elle-même, la façon dont l'orchestre est disposé, c'est absolument une pensée novatrice géniale. Le premier festival de Bayreuth a lieu en août 1876.
Au programme, la tétralogie de l'anneau du Nibelung dans son intégralité, le crépuscule des dieux est présenté en première mondiale. En 2006, il est au programme. Aujourd'hui bien âgé, Wolfgang Wagner vient saluer les chanteurs. C'est lui qui, depuis 50 ans, dirige le festival. Les conditions de travail de Bayreuth sont exceptionnelles. Tout est concentré sur l'univers de Wagner, ce qui fait que le travail avance de manière très homogène. Les scènes de répétition, la salle du chœur, tout est fantastique. En revanche, étonnamment, Bayreuth ne dispose pas d'une salle de répétition pour orchestre où il serait possible de faire vivre ses œuvres. Car il ne faut pas oublier que le festival de Bayreuth ne vit pas uniquement par le nom de Wagner. Il ne vit pas uniquement par les chanteurs, par les chefs d'orchestre. Il vit aussi grâce à cet orchestre exceptionnel. Et à Bayreuth, l'orchestre répète dans le restaurant, un lieu totalement plat où les répétitions ne servent qu'à prendre contact, ou à se mettre d'accord sur des éléments comme le rythme par exemple, avec les chanteurs qui sont installés sur le balcon. On ne peut pas y travailler sérieusement la dynamique. J'ai toujours beaucoup apprécié le fait que Wolfgang Wagner prenne la peine d'auditionner personnellement tous les candidats et qu'il ne les fasse pas auditionner par un assistant comme ça se fait parfois. Pour ma part, j'ai été auditionné en 1976. Je me souviens qu'au bout d'un moment, Wolfgang Wagner m'a dit « Très bien, merci ». Personnellement, je m'étais trouvé bon et l'acoustique était formidable. Apparemment, ça lui avait plu également. Il ne m'a rien dit sur le coup, mais à Noël, j'ai reçu un télégramme où il me disait qu'il serait ravi si je pouvais tenir l'année suivante le rôle du jeune marin dans Tristan et Fro dans l'Or du Rhin. J'ai accepté. J'ai également le souvenir d'une autre audition très belle. C'était un ténor comme moi et il chantait Siegfried. Après un certain temps, Wolfgang lui a dit « Merci, ça suffit ». Mais le jeune ténor a répondu « Non, j'aimerais continuer encore un peu ». « Non, ça suffira, merci beaucoup ». « Mais j'aimerais vraiment continuer ». « Non, non, je vous dis que ça suffit ». Wolfgang est sorti, tout le monde l'a suivi et le ténor a continué les chants de la Forge dans une salle vide. Comparée à d'autres salles d'opéra, celle de Bayreuth est la meilleure qui soit. On entend parfaitement l'orchestre. Avant d'arriver dans la salle, le son de la fosse d'orchestre passe par la scène.
Cela signifie que la musique me parvient avec une grande netteté, ce qui me permet de régler mon chant beaucoup mieux que dans d'autres opéras. Mais cela comporte aussi un danger. Beaucoup de chanteurs s'imaginent qu'ils doivent forcer leur voix parce qu'ils entendent l'orchestre de manière très forte. J'ai souvent vu ça lors de séances d'audition où les chanteurs se sont dit « Maintenant je vais envoyer, je vais leur montrer ce dont je suis capable ». Or, le résultat, c'est que ça fait sortir ce qu'il y a de laid dans la voix. Le son n'est plus beau, il est brutal et dur. En 2001, les organisateurs du festival de Bayreuth m'ont appelé au téléphone et m'ont demandé si je n'aurais pas envie de chanter Fricka. Je leur ai répondu, « Vous avez bien dit envie, mais c'est plus que de l'envie, merci. » Je pleurais de joie au téléphone. Il y a un endroit, à Bayreuth, où je repasse régulièrement avec un sourire sur les lèvres. C'est un WC public. En 1994, quand je me suis présentée pour une audition à l'occasion d'un concours, je n'ai pas eu le courage de demander au portier du palais s'il y avait une salle pour que je puisse m'échauffer la voix. J'étais trop timide. Je suis donc allée dans ce WC public. J'ai payé 50 Pfennig et j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis échauffé la voix. Aujourd'hui, j'en suis à ma 5e participation au festival. Et quand je repasse devant ces toilettes, je me dis, n'oublie pas que tout a commencé là, avec 50 Pfennig. Es ist wichtig, die Leute hier in dem Haus Hier zu hören, ja. Sie klingen doch irgendwie anders. Gell? Und das ist aber auch ein Phänomen. Es gibt Stimmen, die sich nicht so unterscheiden, ob sie meinetwegen in Berlin singen oder hier singen. Und andere unterscheiden sich sehr. Die Akustik hier, für Akustik braucht mindestens jeder Sänger 15 Kubikmeter Raum, dass die Stimme sich überhaupt entwickeln kann. Ja. Und hier kommt dann noch dazu, dass der Zuschauerraum und das Bühnenhaus bis zu 1,3 Meter hoch den großen Raum hat, in der die Stimme einheitlich sich entwickeln kann. Und zwar geht es da hier um die Größe des Klangraums. Ne? Und der Klangraum im Zuschauerraum und auf der Bühne gleich groß ist. Ja. Ach so. Ja, das Verhältnis von den beiden. Ja, ach so, ja, genau. Dann kommt ein gewisser einheitlicher Klang raus. Lors du 2e festival de Bayreuth en 1882, est créée Parsifal, la dernière œuvre de Richard Wagner. Considérée comme son testament artistique, elle a été écrite pour Bayreuth et plus particulièrement en fonction de l'acoustique du lieu. Le maître y ébauche la vision d'un monde enfin parvenu à la rédemption,
non par la force ou le pouvoir, mais par un amour ingénu et pur de l'humanité. Wagner souhaitait que cette œuvre ne soit jouée qu'à Bayreuth. Cette volonté ne sera pas exaucée. Lors du festival 2008, Parsifal est présenté au public sous la direction musicale de Daniele Gatti et dans une mise en scène de Stefan Erheim. J'étais chez moi, ce devait être en avril ou en mai 2005, quand mon assistant m'appelle pour me dire que le festival de Bayreuth a envoyé un fax pour s'enquérir de mes disponibilités en 2008. Disponible pourquoi? Pour diriger. Le fax ne comportait qu'une question. Est-ce que le maestro accepterait de diriger un opéra dans le cadre du festival? Tout simplement. J'étais toujours au bout du fil à me demander si ça n'était pas une plaisanterie. 10 minutes plus tard, je me suis dit, pourquoi moi? Il ne donnait aucune précision, pas de titre, pas de projet spécifique. Il me demandait simplement si j'étais libre à cette période. Puis j'ai reçu un deuxième fax qui disait « Nous aimerions vous inviter à diriger la nouvelle production de Parsifal en 2008. » Il serait prétentieux de vous décrire mes réflexions à cet instant. Il y a des moments dans la vie d'un musicien qu'il vaut mieux garder pour soi. J'ai commencé à travailler sur Parsifal en partant du livret et de la partition, bien sûr. Après quelques réunions avec Stefan Erheim, le metteur en scène, je suis venu plusieurs fois à Bayreuth pour auditionner des chanteurs. J'ai compris quel type de voix je voulais. Je voulais de belles voix, de très belles voix, mais surtout, je voulais des artistes sachant jouer, des comédiens. Je voulais souligner les passages de l'opéra qui relèvent presque de la musique de chambre. À Bayreuth, j'ai été spontanément amené à porter sur l'œuvre un regard nouveau. Ici, toutes les conditions sont réunies pour s'interroger sur les intentions de Wagner. On se sert de l'histoire de la réception de l'œuvre et on construit sa mise en scène à partir de références historiques associées à l'œuvre et à son mythe. Cela permet d'appréhender le mythe de Parsifal comme une œuvre en soi et non pas seulement comme un mythe dont Wagner s'est inspiré. Cela implique qu'il faut accéder à la quintessence du mythe à travers d'autres références historiques. Tout ce processus n'est rien d'autre qu'une tentative de quadrature du cercle. Le don total de soi par le biais d'un ego triomphant. Dans Parsifal, cette démarche reste réservée à l'esprit masculin. Et de ce point de vue, l'œuvre est totalement en adéquation avec le 19e siècle. Même si elle annonce une problématique qui, au 20e siècle, nous conduira à la catastrophe. Wir sind entrüstet, dass nicht dieses Spiel wie abgemacht und wie von Richard Wagner vorgeschrieben durchziehen will. Verweigert das Spiel. Alle Heiligen, die hier angekommen sind und im reinen Glauben Teil an dieser Kunst haben wollen, werden betrogen. Es ist eine große Katastrophe, was hier uns verweigert. Okay? Also viel mehr Turbulenz, Unruhe und sowas hier rein. Deswegen sind wir da. Wenn kommt zu der Seite, ziehen Sie sich automatisch zurück. Immer viel Dynamik, hin und her. Photo de famille sur le perron du dernier domicile de Richard Wagner, la Villa Van Fried à Bayreuth.
À ses côtés, son épouse Cosima, fille du compositeur Franz Liszt. Le 13 février 1883, à Venise, le maître s'éteint dans sa 70e année. Suivi par un important cortège funèbre, Richard Wagner rejoint sa dernière demeure dans le jardin de la Villa Wahnfried. Sa tombe est aujourd'hui un lieu de pèlerinage, où Stefan Erheim a trouvé plusieurs idées essentielles pour sa mise en scène. La Villa Wahnfried est aujourd'hui un musée. Il est possible que cela incite Stefan Erheim, le metteur en scène, à reprendre et à thématiser l'aspect muséal de Bayreuth. C'est d'ailleurs tout à fait pertinent car de nombreux passages de Parsifal ont été créés ici, dans la Villa Wahnfried, où Wagner a passé ses vieux jours, puisqu'il y a vécu de 1874 jusqu'à sa mort en 1883. La villa a servi de domicile à Richard Wagner, à sa famille et à ses descendants. Dans les années 20 et 30, elle a été aussi le lieu de rencontre entre la famille Wagner et Adolf Hitler. La période de créativité de Richard a été relativement courte. Il a mis en scène l'anneau dans son intégralité pour la première fois en 1876. Et en 1882, un an avant sa mort, il a produit Parsifal, sa dernière œuvre. Il y a un détail intéressant qu'on a souvent tendance à oublier. C'est qu'au cours de sa dernière année de vie, Richard Wagner a déclaré qu'il ne voyait personne capable de poursuivre son œuvre à Bayreuth. C'est très intéressant et ça mérite d'être souligné car cela signifie qu'il ne voyait pas, en Cosima, celle qui pourrait reprendre le flambeau à Bayreuth. Peut-être parce qu'il estimait qu'elle en serait incapable, ou peut-être parce qu'il considérait qu'une femme ne pourrait pas venir à bout d'une tâche d'une telle ampleur. Cela veut dire que Cosima, qui a pourtant pris les commandes du festival avec une grande énergie, n'était pas celle que Richard Wagner souhaitait voir lui succéder. Deuxième point, Wagner a également affirmé qu'il espérait vivre encore assez longtemps pour laisser à son fils Siegfried le temps de grandir et qu'ensuite, il serait toujours temps d'aviser. En août 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Dans les années qui suivent, le festival de Bayreuth sera annulé. Quand on travaille sur une œuvre comme Parsifal, la quête d'images est un processus très long et très douloureux. D'une part parce qu'il faut se redéfinir par rapport à l'œuvre et d'autre part parce qu'on sent qu'il faut oser, qu'il faut tenter quelque chose, s'engager dans une voie dont on n'est jamais sûr à 100% qu'elle mènera au succès. Quoi que l'on fasse, cela reste toujours une expérience. L'œuvre envoie des impulsions si fortes qu'au bout d'un moment, on s'en affranchit. Et on prend le pari de ne plus travailler à partir du texte et de l'action, mais de transposer la musique en action. Une musique qui a vocation à être éloquente car elle a été écrite dans ce but. Chez Wagner,
Il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour trouver ses idées sur la conception d'une œuvre d'art globale. Parsifal a d'ailleurs la particularité de n'avoir pu être joué pendant 30 ans qu'ici, au Palais des Festivals. L'œuvre a été écrite pour cet opéra dont elle a constitué l'attraction acoustique et théâtrale. Pour Wagner, Parsifal a été l'occasion d'exploiter l'intégralité des ressources théâtrales du lieu. Sur ces images de 1919, Siegfried, le fils de Richard Wagner. La guerre est terminée, mais le festival, qui connaît d'importantes difficultés financières, ne peut pas encore reprendre. À Wahnfried, Cosima veille jalousement sur le legs du maître. C'est Cosima Wagner qui a établi le caractère dynastique de la succession au trône. Au départ, cela n'était pas prévu. C'est son idée et cela a été inscrit par la suite dans le testament commun de Siegfried et Winifred. Mais l'idée n'est pas de Richard Wagner. Le principe dynastique, ça peut éventuellement bien se passer sur une génération ou deux, mais c'est un pur hasard. Un hasard de la génétique, si vous voulez, que la famille ait retrouvé aussi rapidement un nouvel artiste de génie en la personne de Wieland Wagner. Mais en soi, le principe dynastique est évidemment très dangereux. La gestion du festival doit être confiée à quelqu'un qui a les compétences requises. Et ce ne sera donc pas nécessairement un descendant de la famille Wagner. Le principe dynastique était voué à poser problème tôt ou tard. Ensuite, il y a eu Siegfried qui a été élevé dans l'idée de cette succession. Siegfried Wagner n'a pas bonne presse, même si d'un point de vue artistique, il a plutôt bien mené sa barque. Mais suite à son mariage avec Winifred, il n'a rien fait pour empêcher la dérive de Bayreuth vers les milieux politiques d'extrême droite. Au contraire, il partageait pleinement les opinions de Winifred. On ne sait pas exactement si, à ce niveau, il se situait dans le sillage de sa mère et de son père, on ne peut que le supposer. Mais le fait est que, sous sa direction, Bayreuth s'est malheureusement placé à la droite du paysage politico-culturel allemand. Mais cette dérive de Bayreuth vers l'extrême droite ne date pas de 1933 ou des quelques années qui précèdent, mais de bien plus tôt. Les signes précurseurs apparaissent avant la Première Guerre mondiale. Dès cette époque, on assiste à l'émergence d'une pensée politique nationaliste et antisémite. Ces tendances sont apparues très tôt et elles ont évidemment été favorisées par l'antisémitisme du fondateur du festival de Bayreuth. En septembre 1923, plusieurs organisations de droite se réunissent à Nuremberg. Adolf Hitler est de la partie. Grand admirateur de Wagner, Hitler profite de l'occasion pour faire le détour par Bayreuth. La famille Wagner le reçoit chaleureusement. Dans les cercles antisémites américains, Siegfried et Winifred récoltent énormément de fonds qui leur permettent de relancer le festival. À la Villa Wahnfried, l'état d'esprit général était marqué par un nationalisme extrêmement rigide et par des idées antisémites.
C'était la tradition, la philosophie de la maison. Les enfants étaient élevés dans cet esprit. Et puis, n'oublions pas que Winifred, dès son arrivée à Wahnfried en 1914, a toujours été entourée de personnes nettement plus âgées qu'elle. Elle était beaucoup plus jeune que Siegfried. Adolf Hitler, dont elle a fait connaissance en 1923, sera le premier homme de son âge, de sa génération, qu'elle rencontrera. De ce point de vue-là, il y avait déjà un lien entre eux. De plus, Hitler était un passionné de Wagner et sur cette base, une amitié profonde et sincère s'est tissée entre eux. Mais d'après ce que nous savons, leur relation n'est jamais allée plus loin que cette amitié. Pour moi, Parsifal est un personnage dont la quête de rédemption et d'identité est aisément transposable à une nation entière. Cette quête d'identité, de compassion, cette quête de quelque chose d'aussi transfiguré que la rédemption, qui est présentée avec grandiloquence à la fin, tout cela renvoie au destin de l'homme voué à se libérer de ses propres incapacités et de sa condition d'homme. Dans ce contexte, nous avons beaucoup à apprendre de la réception de l'art. C'est une chronique de notre impuissance, de notre tendance naturelle à tomber à genoux devant tout ce que nous considérons, à tort ou à raison, être synonyme de salut, de destin ou de vérité, sans nous poser la question de savoir à quoi nous sommes destinés et quels sont les défis auxquels nous devons faire face. Darf ich ganz kurz noch, Miyoko, musst du deinen Hut so weit nach hinten tragen? Ich weiß nicht, wie ich trage, weil ich keine Spiegel habe. Du musst ihn in Stirn fühlen. Ja. Und dann ein bisschen höher kann und dann mach ein bisschen schräg. Ja. Genau. Und dann, weißt du, du kannst ruhig mit deiner rechten Hand da hochgehen, ein bisschen streifen, grüße dich, dass es was ganz Bewusstes wird. Ja. Nein, als er... Riefest du mich namenlos? Dort sind die Proben durchaus schon vor Feld so. À Bayreuth, les répétitions sont organisées à l'avance dans le moindre détail. Pour nous, c'est très bien de savoir quel jour nous aurons, par exemple, une répétition à l'italienne, si nous l'aurons le matin ou l'après-midi. Cela nous permet d'économiser notre voix en amont pour pouvoir chanter à pleine voix le moment venu. En ce qui me concerne, cela me permet de répartir les efforts que j'impose à ma voix, notamment quand j'ai des parties de chant très longues. C'est très important chez Wagner. Un an à l'avance, nous savons quand nous aurons les prêts générales, quand nous aurons les répétitions musicales et quand nous aurons les répétitions sur scène. Selon ce planning, je sais à l'avance, tel jour, je vais devoir marquer ma voix parce que demain, j'ai une répétition à l'italienne. Tout cela nous permet de nous préparer à l'avance, d'économiser nos efforts pour un meilleur résultat.
On reconnaît à sa voix qu'il a l'étoffe d'un roi. C'est un roi dans l'âme qui a traversé le désert de la vie et qui est arrivé à la terre promise. Il faut obtenir de l'interprétation du chanteur que cette rédemption apparaisse comme un processus de maturation par la souffrance, par le martyre. C'est l'un des messages essentiels de Parsifal à notre époque. C'est difficile de mettre en scène cette interprétation parce que l'on risque de heurter une partie du public qui croit à la rédemption à sa manière. Il ne s'agit pas simplement de l'interprétation d'une œuvre théâtrale, mais de quelque chose que nous portons tous au plus profond de nous-mêmes. Siegfried Wagner meurt en 1930. Winifred prend la direction du festival, par procuration, au nom de ses enfants. Les actualités montrent le cortège funéraire. En 1934, sur les ondes radio, la veuve de Siegfried livre son propre éclairage sur les derniers événements en Allemagne et à Bayreuth. Siegfried Wagner starb während der Festspiele 1930 und hinterließ sein Werk 4 unmündigen Kindern. Als jedoch die wirtschaftliche Not immer größer wurde, die Zahl der Deutschen, die sich Bayreuth leisten konnte, immer kleiner wurde und sich die Sorge um die Durchführung der Festspiele 33 beklemmte, da geschah das Wunder und Bayreuth wurde im Dritten Reich durch den Führer der Platz zuerkannt, den es in kultureller Beziehung einzunehmen berufen war und wie es sich Wagner erhofft und ersehnt hatte. Alle Werktätigen, ob Arbeiter der Stirn oder der Faust, so will es der Führer, sollen das Wunder Bayreuths erleben können und in diesen Weihestunden seelische Kraft und Erhebung finden und mit dem stolzen Bewusstsein heimkehren, dass deutscher Genius und deutscher Wille es war, der diese Weihestätte schuf. Der Führer liebt Bayreuth. Sobald die schweren, ernsten Arbeiten ihm Muße gönnen, weilt er in den Monaten unserer Festspiele in Bayreuth. Des Führers große Verehrung für Richard Wagner krönt unsere Festspiele. Er hat den tiefen Sinn des oft missbrauchten Wortes erfasst. Ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister. Das Vermächtnis Wagners ist in guter Hut, solange unser Führer Schutz- und Schirmherr Bayreuths ist. En 1934, quand Winifred Wagner donne cette interview, Richard Strauss, lui-même un compositeur célèbre depuis quelques décennies, revient sur la colline verte de Bayreuth pour y diriger Parsifal. La directrice du festival est convaincue que sous le Troisième Reich, elle conduira Bayreuth vers de nouveaux sommets. C'est paradoxal, mais cette époque est effectivement celle de performances artistiques de haut niveau. C'est une réalité qu'il faut se résoudre à accepter. Les représentations de Wagner sous le Troisième Reich ne sont pas toutes marquées de l'infamie de la médiocrité, cela n'est pas vrai. Il y a eu toute une série de grands artistes qui n'ont pas été contraints à l'exil ou qui sont restés de leur plein gré. Parmi les interprètes de Wagner, comme dans d'autres domaines, il y a certes eu des purges importantes, mais il restait un réservoir suffisant de chanteurs, d'intendants, de metteurs en scène, de scénographes, pour pouvoir réaliser dans ce système de non-droit qu'a été le Troisième Reich, des représentations exceptionnelles et notamment avec des œuvres de Wagner. À Bayreuth, Winifred est parvenue, du moins pour un temps limité,
à réunir un triumvirat composé de Titienne, metteur en scène, Pretorius, scénographe, et Wilhelm Furtwängler à la direction d'orchestre. Furtwängler, comme à son habitude, se faisait prier et était plus difficile à motiver. Mais avec ces trois-là, Bayreuth a connu des représentations tout à fait remarquables, et pas uniquement d'un point de vue musical. Nous avons des plans de scénographie, nous avons des photos, nous avons des témoignages de personnes présentes à Bayreuth à cette époque qui prouvent que ces représentations n'étaient absolument pas réactionnaires. En comparaison, le Bayreuth de Cosima et de ses filles était beaucoup plus conservateur. Il ne fallait toucher à rien. Selon le principe, le maître a posé ses yeux sur ses coulisses. Interdiction de changer quoi que ce soit. Siegfried avait déjà commencé à grignoter cet interdit et Winifred a poursuivi dans ce sens avec beaucoup d'énergie pour tenter de proposer une interprétation plus contemporaine des œuvres de Wagner. La force politique qui arrive au pouvoir en 1933 est celle qui était susceptible d'être la plus favorable à Bayreuth. Au plus tard, à partir de 1936, le festival a été amplement subventionné. À partir de là, Bayreuth a pu disposer des meilleures conditions possibles. De plus, le festival n'a subi aucune mise au pas. Il n'a par exemple jamais été intégré dans la chambre de théâtre du Reich. Cela n'a jamais été nécessaire, dans la mesure où Bayreuth était en quelque sorte le théâtre de la cour d'Hitler, et le festival se percevait comme tel. Peu à peu, Bayreuth est devenu partie intégrante de l'appareil d'État, même si les activités artistiques s'y poursuivaient dans une totale liberté, sans le moindre contrôle. Cela aurait été d'ailleurs superflu, dans la mesure où la fidélité de Bayreuth et de Winifred Wagner à la ligne politique ne faisait pas le moindre doute. À la tête des SA de Bayreuth, Wieland et Wolfgang, petit-fils de Richard Wagner, paradent fièrement devant l'opéra. Wieland, l'aîné, ici en compagnie de son instituteur, manifeste bientôt un goût prononcé pour les choses de l'art. Le Führer voit en lui l'avenir de Bayreuth. Winifred insiste pour que Wieland partage son admiration pour Hitler. La mère, Winifred Wagner, a toujours fait en sorte que le fils aîné de la famille, Wieland, devienne le favori d'Hitler. Il était le plus âgé des enfants. Elle n'a cessé de lui présenter Hitler comme une sorte de père idéal. Ça retombait toujours sur l'aîné, Wolfgang Wagner. Le troisième enfant de Winifred a été plus épargné. Wieland, qui était à l'âge d'adolescent, était probablement convaincu qu'Hitler était un personnage plein de bonté. Et cet attachement s'est développé. Il a aussi été un peu le photographe officiel d'Hitler. Il a édité des cartes postales qui représentaient Adolf Hitler. À l'armée, il a été recensé comme étant non incorporable, ce qui lui a évité d'être recruté pour le combat. Il a toujours été considéré comme, entre guillemets, le chouchou d'Hitler. Et dans les faits, c'est ce qu'il était. Wolfgang Wagner, lui, a dû aller faire la guerre. Mais plus tard, quand Wieland a réalisé tout ce que ce soi-disant ami de la famille avait provoqué de catastrophes dans le monde, il en a ressenti lourdement les effets psychologiques. Alors que Wieland réclame à sa mère qu'elle lui confie la direction du festival, sa sœur tombe en disgrâce auprès du Führer et émigre aux USA. Mit uns befindet sich heute vor dem Mikrofon Richard Wagners Enkeltochter, Friedelind Wagner. Ich habe Deutschland nicht leichthin verlassen und bin erst fortgegangen, als die mörderischen Absichten des augenblicklichen deutschen Regimes klar am Tage lagen. Und selbst dann noch habe ich mich gefragt, wie würde mein Großvater, wie würde Richard Wagner gehandelt haben an meiner Stelle? Wäre er geblieben? Hätte er sich den Nazis zur Verfügung gestellt? Hätte er ihre Untaten gedeckt mit seinem Namen, der auch der meine ist? Kein Zweifel ist möglich. Richard Wagner, der die Freiheit und die Gerechtigkeit mehr geliebt hat als selbst die Musik, hätte in Hitlers Deutschland nicht atmen können. Niemals hätte er gemeinsame Sache gemacht mit den Zerstörern aller Freiheit und Gerechtigkeit in Deutschland und Europa. Niemals.
Seine Musik, sein Werk und seine Gestalt, die der Menschheit gehören, sind deutsch in einem Sinne, von dem sich das Hitlerdeutschtum nichts träumen lässt. Alberich, Hitler, aber hat sich Richard Wagner zum Leib- und Staatskomponisten gewählt. Mein Großvater ist tot und kann dem Missbrauch nicht wehren. Aber ich, seine Enkelin, spreche in seinem Geiste und Sinn, wenn ich Ihnen sage: Sentas reine Liebe, die den irrenden Holländer erlöst, Lohengrins lichte Figur und das christliche Duldertum Parsifals stammen aus Landschaften, in die kein Nazi je seine Militärstiefel setzt. Aber dem Ruch und grenzenlosen Missbrauch der Macht folgt am Ende die Götterdämmerung. En avril 1945, les troupes américaines entrent dans Bayreuth. La villa Wanfried est en ruine. À Bayreuth, on travaille dans un espace qui a été fréquenté par d'autres avant nous, des personnalités très déterminées au sens le plus noble du terme. Mais si vous savez que toutes ces personnes ont travaillé ici, ceci ne doit pas vous préoccuper. Je me moque de savoir qui a déjà entendu le Ring ici. Étrangement, je me moque davantage de savoir qui a entendu le Ring que de savoir qui l'a dirigé. Les influences politiques ou toutes les mouvances qui ont pu passer par Bayreuth, tout cela passe complètement au second plan face à l'œuvre. Mais admettons que je prenne cet héritage du passé beaucoup plus au sérieux que je ne le fais effectivement. Je devrais alors me poser la question de savoir si cet héritage a une quelconque influence sur la manière dont j'interprète l'œuvre. La réponse à cette question doit être sans appel, c'est non. Pour moi, la tradition, c'est précisément cela. Conserver ce qui nous plaît et laisser de côté ce qui nous déplaît. In Bayreuth hatte sich Winifred Wagner, die Schwiegertochter von Richard Wagner und Verwalterin seines Erbes, vor der Spruchkammer zu verantworten. Die Anklage bezeichnete sie als eine fanatische Anhängerin des Nationalsozialismus. Sie war seit 1926 Mitglied der Partei und Inhaberin des Goldenen Ehrenzeichens. Während der Verhandlungen verlas Winifred Wagner Auszüge aus ihrer Verteidigungsschrift. Eine große Zahl von Entlastungs- und Belastungszeugen kam zu Wort.
Die Kammer betonte jedoch die enge Freundschaft von Winifred Wagner mit der obersten Schicht der Partei. Das Urteil lautete auf 450 Tage Sonderarbeiten und Einzug von 60% des Vermögens der Betroffenen. Wieland Wagner avait une tendance naturelle à intérioriser le remords et les sentiments de culpabilité. Il n'a jamais pu se révolter ouvertement. S'il l'avait fait, on lui aurait forcément reproché d'avoir retourné sa veste. Il s'était fortement compromis avec le nazisme, comme toute sa famille, et de ce point de vue, il ne pouvait rien faire. La seule chose qu'il pouvait essayer de faire était de sauver le festival de Bayreuth sur le plan esthétique. Mais par les réflexions qu'il faisait parfois à la maison, nous devinions à quel point il était blessé d'avoir été impliqué de la sorte par sa mère dans le giron d'Hitler, sans pouvoir jamais s'en démarquer avec force. Nous savons que sur ce point, il a fait, n'ayons pas peur des mots, un véritable deuil. Peu après la guerre, Wolfgang Wagner a écrit une lettre à tous les membres de sa famille dans laquelle il dit « Notre famille n'a pas la moindre chance de reprendre en main les destinées du festival de Bayreuth. Je ne crois pas qu'elle en ait la capacité. » La lettre ne précise pas ce qu'il veut dire exactement par là, mais on peut évidemment penser qu'il fait allusion au poids de la compromission de la famille avec le nazisme. Un poids dont les petits-enfants étaient tout à fait conscients, d'autant qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore comment se comporterait Winifred. Mais ce scepticisme est très vite retombé car Winifred a pris la seule décision qu'il convenait de prendre pour le bien de la famille, à savoir qu'elle s'est entièrement retirée du jeu. Elle s'est sacrifiée. On pourrait même dire qu'à l'image de Brunehilde, à la fin du Crépuscule des dieux, elle a sauté dans le bûcher pour exonérer Bayreuth. Et manifestement, cela a suffi. Und das hat offensichtlich gereicht. Vorbereitungen zum 75-jährigen Jubiläum der Bayreuther Festspiele nach 10-jähriger Unterbrechung. Schon seit Wochen sind die Karten für den Zyklus in alle Welt ausverkauft. Der Theaterfundus des Festspielhauses musste neu aufgebaut werden, nachdem der alte Bestand an Kostümen in den Nachkriegsmonaten geplündert und zerstreut wurde. Am Regietisch die beiden Enkel Richard Wagners Wieland und Wolfgang und der Drache aus dem Nibelungenring. Au troisième acte du Parsifal de Stefan Erheim, dans l'hémicycle de l'ancien Parlement de Bonn, reconstitué pour l'occasion, l'histoire allemande renoue avec la paix et atteint, d'une certaine manière, la rédemption. Après-guerre, le succès de la jeune démocratie ouest-allemande accélérera considérablement la renaissance de Bayreuth. Conformément à la volonté de Winifred, les deux frères dirigent le festival ensemble, même si artistiquement, l'influence de Wieland est déterminante. Sous le nom de Nouveau Bayreuth, le festival renaît tel un phénix, des cendres du nazisme. D'un point de vue théâtral, Wieland Wagner s'est spontanément situé dans le sillage du mouvement réformiste des années 20. Un mouvement dont la continuité avait été rompue avec l'avènement du national-socialisme. Du reste, avec quel point aurait-il pu renouer, sinon avec celui où la rupture avait eu lieu? D'autre part, ce retour vers la référence à l'Antiquité, à la mythologie grecque, était probablement la seule façon d'arracher Wagner à un contexte de récupération politique. L'intention de Wieland Wagner était surtout là,
bien plus que de revenir à une esthétique qui était elle-même déjà historique. Wollen wir gerade noch mal die Überblendung machen? Jetzt sehen Sie ihn immer stärker. Jetzt erkennen Sie ihn. Einfach. C'était à la fois malin et génial. Wieland Wagner est parvenu à irriter et à choquer une partie de l'ancienne clientèle des habitués de Bayreuth, et ce faisant, Wieland, petit-fils de Richard Wagner, s'est attiré les foudres d'une bonne partie du public. Ce qui n'était tout de même pas rien, car dans les années 60, les scandales de théâtre ne faisaient absolument pas partie des mœurs, surtout pas à Bayreuth. Wieland a forcé le public à se réorienter et à penser différemment. Die Festspielidee ist von Richard Wagner geboren worden und er ist das einzige dramatische Genie, was künftigen Generationen eine Werkstätte für sein eigenes Werk hinterlassen hat. Bayreuth hat diese Aufgabe mit mehr und weniger Glück durch 80 Jahre durchgeführt. Bayreuth ist Werkstätte für das Wagnersche Werk geblieben und hat als solches Festspielrang und Weltgeltung sich errungen. Das darf man, glaube ich, in aller Bescheidenheit sagen. Bayreuth wird, glaube ich, so lange leben, als es sich ganz streng auf die Aufgabe, Werkstatt zu bleiben, konzentriert. Dépossédée de tout pouvoir, Winifred n'en continue pas moins d'être omniprésente. Entre nous, on l'appelait Mamie ou le dragon. Ce n'était pas méchant, elle était au courant. C'était affectueux, ça n'avait rien de cynique. Et de fait, elle était le dragon familial, le chef de famille. Sa persévérance à s'asseoir en tournant le dos à la scène nous étonnait. Quand nous étions enfants, nous trouvions ça tout de même un peu bizarre. Mais elle tenait ferme, toute la soirée, d'un bout à l'autre de la pièce. C'était façon de manifester qu'elle était en désaccord avec les mises en scène de mon père, qu'elle les trouvait atroces. Admettons que vous soyez la scène, elle restait assise comme ça dans sa loge toute la soirée. das erste Mal, dass das passiert ist? Ja. 3 Wochen vor der Premiere wurde ein Eimer grüner Farbe über diese Büste entleert. Kriegen Sie es runter? Das haben wir schon alles probiert. Wir haben Nitro, Bernardin. Jetzt haben wir das Handwaschspritzer genommen von uns. Mal schauen. Der Bildhauer der Büste heißt Arno Breker. Arno Breker war Favorit von Hitler und ist Spezialist für Kolossalstatuen, mit denen er zum Beispiel die neue Reichskanzlei ausstattete. Herr Wagner, ob wir vielleicht noch einmal rausgehen könnten? Ja, aber Sie wissen, für Amerika das Bild, an dem uns besonders liegt, ist, Sie beiden mit dem Kontrast zu dem Wagner, wie er früher einmal interpretiert wurde. Und dazu wollten wir natürlich gerne diese Büste haben. Ich weiß, Sie selbst sind kein großer Freund davon. Schauen Sie, ich habe Ihnen ja gestern gesagt, vor der Breker-Büste lassen wir uns nicht fotografieren. Auch nicht für die Presse, nicht aber für Amerika. Vor der Breker-Büste nein, das habe ich Ihnen gesagt, sonst alles. Was ist eigentlich der Grund? Entre Winifred et Wieland Wagner, il y avait une tension très forte, qui remontait loin dans le temps. Une tension née des implications politiques de la famille, mais qui avait aussi des racines psychologiques. Ce n'est pas évident d'analyser ça en détail là, rapidement, mais je crois qu'il y avait une opposition de fond entre eux.
Il lui en a sans doute beaucoup voulu d'avoir engagé ses deux fils à Bayreuth comme s'ils étaient sur un pied d'égalité. Wieland avait toujours Wolfgang derrière lui et il n'est jamais parvenu à s'en défaire. Pour lui, en tant qu'artiste, cela le plaçait dans une situation de dilemme dont il ne s'est jamais vraiment dépêtré. Wolfgang est mon frère, il fait la même chose que moi, il me copie sans cesse, mais nous devons faire bloc car nous représentons le festival et le monde extérieur ne doit rien savoir. Cette angoisse s'est instillée de plus en plus profondément dans son psychisme d'artiste. Ce n'est pas étonnant que Wieland Wagner soit mort prématurément, vraiment pas. Cette tension très conflictuelle le minait quand il travaillait pour le festival. Wieland Wagner meurt en 1966. Ça ne s'est pas passé comme ça, étant donné sa mort assez rapide. Et donc, quand on m'avait demandé, quand Wolfgang m'a demandé, j'ai été très touché par le fait qu'il m'ait demandé de diriger pour la cérémonie funéraire qui s'est passée sur le plateau, en fait sur la scène de Bayreuth. Il y avait son masque mortuaire qui était là, qui présidait la cérémonie pratiquement. Et moi j'ai dirigé le prélude du premier acte de Parsifal. Et ça c'était très, très touchant et on se disait, oui, c'est cet homme qui a été si important disparaît déjà à 49 ans, ce qui était tout à fait injuste. Mais les morts sont toujours injustes de toute façon. Ce qui est impossible à comprendre aujourd'hui, après coup, c'est ce contrat qui avait été passé autrefois entre les deux frères. En établissant ce contrat, Wieland et Wolfgang partaient évidemment du principe qu'ils survivraient l'un et l'autre. Dans ce contrat, la famille de celui qui éventuellement mourrait ne bénéficiait d'aucune garantie. En d'autres termes, elle n'avait plus voix au chapitre. C'est un contrat qui est parfaitement immoral. Il stipulait que les deux frères avaient les mêmes droits, que celui des deux qui survivrait serait le directeur unique du festival et que la famille du disparu serait exclue de toute décision. Pour nous, ça a été la catastrophe. Et par-dessus le marché, il y a eu cette fameuse phrase de Winifred qui, à la mort de mon père, a déclaré « Mais c'est tout à fait normal, quand le garde forestier meurt, sa famille s'en va. » Nous avons donc dû quitter Wahnfried. Wolfgang ne voulait plus de nous. Il voulait clore le chapitre Wieland une fois pour toutes. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec Wieland. Il a fait détruire tous ses décors, brûler toutes ses lettres, et il a fait licencier les plus proches collaborateurs de mon père. Il a fait table rase. Nous ne faisions plus partie du tableau. Nous dérangions. Avec Wieland, la famille Wagner perd un artiste novateur. Wolfgang, le maître des affaires courantes, ne s'était jusqu'alors occupé que de l'organisation et des finances. Ces quelques tentatives de mise en scène sont perçues comme trop conventionnelles. Pourtant, les grandes heures du nouveau Bayreuth ne sont pas terminées pour autant. Wolfgang, désormais seul maître à bord, ouvre son opéra à des metteurs en scène de l'extérieur. Régulièrement, le public redécouvre les œuvres de Richard Wagner dans des nouvelles interprétations spectaculaires. Pendant 42 ans, Wolfgang règne seul sur Bayreuth, un règne qui s'achèvera le 31 août 2008. Wir sind hier auf der Bühne bei der Einrichtung der Rheingold-Aufführung. Die wird zurzeit technisch fertig komplettiert und darüber hinaus, was jedes Mal geschehen muss, die Beleuchtung eingerichtet. Das dauert immer also so 2-3 Stunden, hängt von der Schwierigkeit des Werkes ab, die also Vorlauf haben, bevor der Vorhang aufgehen kann. Und die Beleuchtung ist das, was das Letzte ist, was eingerichtet werden muss, weil die Bilder ja immer individuell unterschiedlich sind. Die Dinge sind eigentlich nicht einfacher geworden, weil einfach, sagen wir, von allen Teilen der Technik, sei es vom Bild, sei es in der Mobilität des Bildes, sei es in der Verschiebung der Bilder, müssen Sie immer davon ausgehen,
dass wir jeden Tag, wenn wir Aufführung haben, ein anderes Werk eingebracht werden muss, was durch 3 Akte geteilt ist, unter Umständen auch da wiederum individuelle andere Bilder hat. Das heißt, es ist eine dauernde Bewegung. Sehen wir jetzt, kommen die Requisiten, die Spielrequisiten für die Rheintöchter. Dann gehen Sie ein bisschen nach links, Herr Wagner, dann geht's besser. Links geht's. Ah ja, da steht. Hätte ich wissen müssen, da steht ja schon der Dampfer. Ja, gut. Wolfgang connaissait tous les techniciens, tous les chanteurs et tous les choristes par leur nom. Et il était prêt à discuter de quelque problème que ce soit. Pour les répétitions, il était intransigeant. Quand il vous engageait pour l'année suivante, vous vous engagiez en retour à être présent aux répétitions. Il était partout. Parfois, au beau milieu d'une répétition, vous vous rendiez compte qu'il était là, dans un coin, et vous ne saviez pas depuis quand. Quand on dirige un opéra, il y a des moments où il faut savoir élever la voix, parce que les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Il faut être capable de dire ce qu'on pense. C'était son cas, même s'il n'a jamais été méchant. Il était accessible en permanence. C'est vraiment quelqu'un que vous pouviez aller voir quand vous aviez un problème. En 1976, pour le 100e anniversaire du festival, Wolfgang Wagner fait appel à Pierre Boulez. Il confie la mise en scène de l'anneau au réalisateur et metteur en scène Patrice Chéreau. Après la mort de Wieland, les festivals ont été d'une qualité très inégale. Il y a eu des grands moments, avec des mises en scène brillantes, mais il y a eu aussi des moments très décevants et tout cela pêle-mêle. En revanche, il faut bien dire qu'il y a eu, après la mort de Wieland, plusieurs mises en scène et plusieurs séries de représentations qu'on peut qualifier sans hésiter de très réussies. Et tout le mérite en revient à Wolfgang. Je pense notamment au Ring de Chéreau en 1976, que j'ai eu l'occasion de voir la première et la dernière année, et qui est une performance grandiose. On m'a demandé si je voulais rediriger le Ring. Pas souvent, mais 1 ou 2 fois. Et toujours j'ai dit non, parce que je trouve que j'ai fait cette expérience avec Chéreau, qui a été une expérience pour moi très importante, déterminante même, pour avoir un certain point de vue sur la dramaturgie de Wagner. Et j'ai fait cette expérience une fois, je ne la referai pas une seconde fois, parce que certainement la seconde fois serait moins intense que la première. Donc ce n'est pas la peine d'essayer. En secondes noces, Wolfgang Wagner épouse Gudrun, son assistante. Très vite, celle-ci occupe une place de plus en plus importante, à tel point que pour beaucoup, elle est la véritable directrice du festival. Wolfgang Wagner était dans ses meilleures années, et j'ai eu la chance de faire partie de Bayreuth pendant 18 d'entre elles. Il a véritablement été le meilleur intendant qu'on puisse rêver d'avoir. Je travaillais avec James Levine. Nous dirigions le festival d'un point de vue musical. À Bayreuth, celui qui dirige le Ring dirige l'opéra pour l'année en cours. Tout simplement parce que le Ring, c'est 4 œuvres et non pas une, et donc il faut davantage de répétitions. Ça marque davantage l'orchestre, etc. Sur ces 18 ans, j'ai dirigé le Ring pendant 5 années. Et Jimmy l'a dirigé 5 années également. Nous discutions de tout. Wolfgang Wagner a été d'excellents conseils, mais il a également su nous laisser commettre nos propres erreurs. Il savait tout ce qui se passait dans la maison. Il connaissait le moindre détail de chaque mise en scène. Il avait également le courage de défendre des metteurs en scène qu'il avait engagés
et de les soutenir, même quand il ne partageait pas ses conceptions artistiques. Je trouve qu'il est extrêmement important qu'un intendant apporte tout son soutien aux personnes avec lesquelles il a choisi de travailler. Il était au courant de tout. Il savait qui était amoureux de qui s'était séparé de qui, quel est le cuisinier qui salait trop ses plats. Pour lui, aucun détail n'était insignifiant. De plus, il avait énormément d'humour. Die Fantasie. Also hier oben sehen Sie sind ganz wilde Perlen, also nach Originalentwürfen einer Dame, die die Kostüme gemacht hat für den neuen Ring. Und das sind also hier diese ganzen zottlichen, also Weichenbögen. Früher hatten sie mal einen Helm auf und da halt hier, das sehen Sie ja hier, gell, dass die nicht außerordentlich schön ist, gell. Die würde selbst mir stehen, gell. Sehen Sie hier. Je crois que les gens apprécient cette façon qu'il a de ne pas jouer un rôle. Il reste lui-même avec son accent et sa manière d'être. Évidemment, copier son style ne m'apportera rien. On ne le remplacera pas quand il ne sera plus là, mais au moins, on peut essayer de perpétuer tout ce qui fait que les gens ont de la sympathie pour Bayreuth. On peut éviter d'en faire un festival qu'on fait au pas de charge, avec un répertoire pour touristes pressés. En cas de problème, les acteurs du festival doivent avoir la possibilité de s'adresser au directeur à tout moment. Wolfgang Wagner dispose d'un contrat à vie. À la fin des années 90, sa succession donne lieu à de nombreuses querelles. Ces dernières années, nous avons eu à Bayreuth un problème majeur. Et ce problème découlait du fait qu'un beau jour, plusieurs personnes qui n'entendaient strictement rien à la gestion d'une institution culturelle avaient passé un contrat à vie avec Wolfgang Wagner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous engagez un intendant et vous lui dites « Vous allez diriger cet opéra pour le restant de vos jours ». C'est une folie. Ça n'existe nulle part ailleurs. Notre problème était là. Nous étions dépendants de sa bonne volonté à se retirer de son propre gré. Mais même en partant, il conservait un droit de proposition. Alors il a commencé par dire « Je me retire, mais à la condition que mon épouse Gudrun me succède ». Nous avons refusé en lui disant que c'était impossible et en suggérant sa propre fille, Eva Wagner-Pasquier. Nous ne nous sommes même pas demandé quel serait le ou la meilleure artiste d'Allemagne capable de diriger Bayreuth. Nous nous sommes demandé quelle serait la personne susceptible d'être bien acceptée par Wolfgang Wagner pour qu'il consente enfin à renoncer à ce maudit contrat. Alors il a dit non, et puis il a dit oui, et puis finalement non. Il ne cessait de tergiverser. Et pendant ce temps-là, nous étions pieds et poings liés. Depuis 1973, le festival de Bayreuth n'appartient plus à la famille Wagner. Il est la propriété d'une fondation. Le gouvernement allemand et l'État libre de Bavière, tous deux subventionnaires de cette fondation, ont voix au chapitre. En avril 2008, Wolfgang Wagner a fait part de sa décision irrévocable de se retirer le 31 août 2008. Il souhaite que ses deux filles lui succèdent. Le consentement actuel de Wolfgang Wagner est conditionné par la mise en place d'une succession qui lui convienne. Nous pourrions évidemment dire « il a franchi le pas, on fait ce qu'on veut ». Mais les choses ne se règlent pas de cette façon. Il y a eu une démarche que Wolfgang Wagner a acceptée car il sait que les choses vont évoluer en direction de Katharina et d'Eva. C'est pour cela qu'il a accepté de se retirer. Sinon, il ne l'aurait peut-être pas encore fait. Je n'étais pas présent lors des négociations, mais je suppose que sa disposition à se retirer est liée à des engagements quant à sa succession et à ce qui va se passer à l'avenir. C'est le point déterminant. Le contrat de Wolfgang Wagner approche de son terme. Il y aura une SARL avec un conseil d'administration, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà comment l'opéra de Bayreuth sera géré à l'avenir. Dans 3 ou 5 ans, ils feront un bilan et se demanderont s'il faut changer de cap ou pas. Et à ce moment-là, ils seront totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Sur la dernière page des indications de scène de Richard Wagner pour le Crépuscule des dieux, il est écrit « Au loin, une braise rougeoyante, semblable à une aurore boréale, consume le ciel. Les hommes et les femmes, bouleversés, sans voix, contemplent le tableau. Le rideau tombe. »
Danke, Pause. Votre soirée vous a été présentée par le magazine Culture Spiegel. Dans un instant, un enfant de 2 ans découvre pour la première fois son reflet dans un miroir. Dans un instant, Sviato, filmé par son père. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est décidé, on change tout. Rendez-vous le 6 septembre, haut en couleur et en 16/9. Alors Clive, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un vétéran de plus de 75 guerres, le fusil d'assaut AK-47. Regardez cette splendeur. Et si vous appelez dans l'heure, vous gagnerez en plus l'équivalent d'1 an de munitions gratuites. C'est très impressionnant. Quand la pire des parodies confine à la réalité, le trafic d'armes. Mardi à 21h sur Arte. Pourquoi voulez-vous entrer au MI5, Monsieur Way? Je dois tout au Royaume-Uni. Il s'engage pour l'État. Vous n'êtes pas innocent. Elle s'abandonne au terrorisme. Dieu m'en est témoin. Ils sont frères et sœurs. Pourtant, tout les oppose. Une fresque tragique sur la quête d'identité. Vendredi à 21h sur Arte. Mise en scène par son père, la rencontre d'un enfant de 2 ans avec son double dans le miroir. Expérience initiatique, tout de suite.
когда будет